Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, encore de nouvelles révélations énormes de la journaliste Lara Logan qui explose tous les mensonges mainstream sur son passage. Vous allez voir, c'est vraiment du très lourd. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est très important en cette période de censure. Un autre point, comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources de cette capsule ci-dessous. Je rappelle juste que cette journaliste a 30 ans de journalisme d'investigation derrière elle, dont 20 ans comme journaliste de guerre. Elle fut virée dernièrement par Fox News car visiblement, ces révélations n'étaient pas du goût du patron de la chaîne. Alors c'est parti de suite pour cette interview que je vous ai traduite. Vous allez voir, elle va commencer très gentiment encore avant d'enchaîner un déluge massif de bombes de vérité les unes après les autres en un temps record. Restez couverts, ça va faire boum, boum, boum. So what this all really means is that we live in one world already in many respects. They just want us to give up all the things standing in their way, like sovereignty, patriotism, all of the things ideologically that today are deemed acts of domestic terror in the United States by the ideologues of the radical philosophies that seek to get us to give up our sovereignty, to give up our independence, to give up our freedom, and really become slaves of a global cult. Alors en fait, dans cette vidéo, je ne vous mets que des extraits de son interview, mais en regardant l'interview complète, j'avais remarqué l'utilisation répétée des mots culte et occulte qui revenaient très souvent quand elle parlait de l'état profond. Et je me demandais pourquoi elle insistait autant sur ce champ lexical religieux quasi ésotérique. Alors, début de réponse, maintenant. Well, according to somebody who I have talked with extensively, whose job was to infiltrate these networks at the UN level. There are different factions, but they span all cultures and all countries. And he called it a global cult. And I think that that's probably a really good way to describe it. Because when you look at the World Economic Forum and the World Health Organization and the United Nations and all these other bodies, if you peel away the layers, what you start to find is a very different history to the one we're all familiar with. For example, the UN began with the Temple of Understanding. Why do they need a temple? Why do they need a university? Why does the Open Society need a university? Ouais, donc elle dit que l'ONU a commencé par le temple de la compréhension. Et néanmoins, elle ne donne pas plus d'informations sur ce temple pour l'instant. Évidemment, ça m'intriguait beaucoup avec tout ce champ lexical quasi ésotérique utilisé pendant cette interview. Et je suis allé mener une petite enquête sur Internet. Alors, en gros, le temple de la compréhension veut soi-disant faire le pont entre toutes les religions pour les relier entre elles et les unifier. Alors, on peut clairement comprendre l'objectif qui serait bien sûr de pouvoir prendre le contrôle sur toutes les religions afin d'imposer leurs propres règles dans cette nouvelle religion unifiée et centralisée entre les mains de criminels. Bon alors eux, ils prétendent que non, c'est pas leur objectif. Mais alors pourquoi leur nom est temple de la compréhension? Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On prie, bien sûr. Et évidemment, ils ont déjà un temple. La cathédrale Saint-Jean la Divine, dite l'inachevé à New York, où ils pratiquent des prières interreligieuses et de la méditation New Age, dans le but d'établir une religion unifiée et centralisée, je le répète, ce qui évidemment possiblement, éventuellement, en fait un très bon scénario pour instaurer un gouvernement mondial, une tour de Babel où nous serions tous pareils, même langue, même religion, même culture, même vie uniforme, basique, avec des hommes, bien sûr, au sommet de cette tour qui se prennent pour des dieux. Voilà, et donc ce temple de la compréhension qui crée juste normalement des ponts entre les religions fait ça également. Depuis 2005, notre programme de stage d'été crée de futurs leaders. Les étudiants assistent à des réunions publiques du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale et de divers comités. Voilà donc ce truc interreligion crée des leaders, mais des leaders dans quoi? Eh bien maintenant, ce temple de la compréhension s'est également développé pour créer des ponts entre les cultures. En gros, unifier les cultures pour définir les règles d'une nouvelle culture mondiale totalement centralisée, uniforme, d'une gouvernance mondiale voulant créer un monde monochrome qui serait parfaitement identique en Asie, Europe, Afrique ou aux Amériques. Le tout, bien sûr, en détruisant les richesses de la diversité de notre monde culturel. Et donc ce temple de la compréhension veut tout détruire et avec des sourires de partout, des causes nobles de partout. C'est on détruit tout et au fur et à mesure, mais avec le sourire, on promet un monde merveilleux, des petits oiseaux, tout le monde s'embrasse, on fait qu'un ensemble et au final, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Alors, une question brûlante tout de suite que tout le monde se pose, c'est qui a fondé le temple de la compréhension de l'ONU? Eh bien, je peux vous dire que pour trouver la vraie réponse, faut vraiment beaucoup gratter sur Internet, parce qu'ils sont en train de tout effacer, leurs liens avec leurs origines. Alors, en fait, le temple de la compréhension fut fondé en 1963 par le Lucy Trust, un groupe qui a également le statut d'ONG de l'ONU. Alors, officiellement, le Lucy Trust est principalement une maison d'édition de livres portant sur des livres de méditation New Age, d'ésotérisme et de théosophie. Néanmoins, le Lucy Trust possède également divers centres de pratiques ésotériques à travers le monde, y compris en France. Les fondateurs en sont Alice et Foster Bailey. Et accrochez-vous, regardez ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. La société d'édition du Lucy Trust a été fondée au début des années 1920 sous le nom de Lucifer Publishing Company. La société d'édition du Lucy Trust a été fondée au début des années 1920 sous le nom de Lucifer Publishing Company. Le nom a été attribué à l'étude des Bailey sur les enseignements théosophiques selon lesquels l'archange Lucifer a apporté l'intelligence à l'humanité. Le nom a été changé en 1925 en Lucy Publishing Company. Alice et Foster Bailey ont nommé leur jeune maison d'édition Lucifer Publishing Company. Les raisons pour lesquelles les Bailey ont choisi le nom d'origine ne nous sont pas connues, mais nous ne pouvons que supposer qu'ils ont cherché à susciter une plus grande compréhension du sacrifice consenti par Lucifer. Alice et Foster Bailey étaient des étudiants sérieux et des professeurs de théosophie, une tradition spirituelle qui considère Lucifer comme l'un des anges solaires, ces êtres avancés qui, selon la théosophie, sont descendus sur notre planète il y a des éons pour apporter le principe de l'esprit à ce qui était alors homme-animal. Voilà donc, c'est cette première ONG adoratrice de Lucifer qui a fondé le temple de la compréhension de l'ONU. Je comprends maintenant pourquoi Lara Logan en parle brièvement et j'imagine qu'elle doit en savoir vraiment beaucoup plus que moi sur le sujet. Je vais continuer néanmoins mes recherches sur le sujet suivant. And what you see is that this is a unique war that we're in, not just for the reason that you cited, right? Because it's governments against its citizens. It's not every government, and it's not the whole government. What it really is obviously it's a spiritual battle between good and evil. There's no question about that. But this is the first time that the world is being taken over without us knowing that we're in a war. All the other wars for world domination have been kinetic, which means that you've seen, the battlefield has been very obvious because the bullets are flying and the bombs are falling and so on and so on. But look at us now. We're in a war with Ukraine that's a complete deception because it's not about what they say it's about. It's not about Putin bad, Ukraine good. There's much more to this war. There's much more behind it. And we're in a situation where we have leaders who are desperate to turn this into a bigger war instead of wanting to end it. Et oui, il est évident que toutes les marionnettes de l'État profond veulent nous amener dans une troisième guerre mondiale. Ils essaient de lancer des provocations à Poutine de toutes parts, ravitaillent l'Ukraine en armes, monopolisent tous les médias de propagande pour désinformer massivement. Et malgré tout ça, la Russie avance très vite en Ukraine et est sur le point de gagner ce conflit très rapidement. Et ceci, nous pouvons le vérifier quand même sur les médias mainstream, on commence à voir ça. J'ai vu ce week-end sur tous les réseaux sociaux. Vous voyez des Ukrainiens attachés à des pylônes et fouettés par des membres du comité Azov, manifestement, parce que ces Ukrainiens ne veulent pas aller au combat. C'est cela. Vous avez peut-être vu ces images qui sont terrifiantes, humiliantes. C'est-à-dire qu'ils ne les tuent pas, mais tu mets ça, c'est de la communication d'ailleurs. Tu mets quelqu'un nu, tu l'attaches parfois à un pylône, tu l'attaches parfois avec sa fille, avec un membre de sa famille, et tu le fouettes comme un enfant, j'ai envie de dire. Le bataillon Azov, ils ont une idéologie, Et il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'images qui circulaient. Ils admirent Bandera, ils admirent Stepan Bandera, qui est responsable de 200 000 morts. Mais il y a une avenue Bandera à Kiev. Il y a une avenue Bandera à Kiev. Et oui, clairement, voir ça sur les médias mainstream, c'est signe que la guerre est sur le point de se terminer. Il parle clairement des milices nazies à Kiev qui torturent leurs propres citoyens pour les envoyer au combat contre les Russes. Ces milices nazies se retranchent dans les centres-villes, dans les immeubles, se servant de la population comme bouclier humain. Bref, malgré tout ça, l'armée russe avance rapidement et se retrouve déjà aux portes de Kiev. Alors évidemment, l'État profond ne voulait pas ce scénario se produire, car l'Ukraine était une de leurs maisons depuis très longtemps. Écoutons l'ancien commandant des forces spéciales australiennes, Ricardo Bossi, sur le sujet. The Ukraine has been the center of the globalists
for decades and decades and decades, 70 years at least. CIA, which is not a good organization, they're the implementers of deep state, let's say. They've been working in the Ukraine for 70 years, building up a resistance to everybody and everything. Why? Because they needed to bring the Soviet Union down, but they also want the resources that are in the Ukraine. That's what this is all about. Particularly Eastern Ukraine, massive natural resources that CIA goes in, gets control of, and American business interests, and they're not business, they're just robber barons. They're not legitimate businessmen, they just want to steal, and that's what goes on. And so they're taking that away from Russia and the Ukraine. And on top of that, it's the center of the deep state. And so by Vlad Putin going in, he's cutting the head off the snake. Once Ukraine goes down, because they've already taken out the capital of Kazakhstan. And if you want to have a look at what's weird, go look at the architecture in Kazakhstan and tell me this is normal architectural buildings of a struggling nation. But Ukraine, that's the head of the snake, and Vlad's taking the head off. Once the head comes off, the whole beast will die. So that's what's actually going on, folks. So please, they are going to tell you their stories about possible nuclear war, and Vlad's the bad man. This is the war with Russia that they wanted with Hillary Clinton as president. Because she lost, the whole war against Russia was postponed. This is the plan they always had, to destroy Russia, because they don't have a banking system that is under the Rothschilds. What a dangerous course of action that is. And they want to get a hold of the resources. This is them taking down. Anyway, so Vlad's taking down deep state. He's helping. He's cutting the head off the snake. So that's what's going on. Alors clairement, des révélations vont suivre après la victoire des Russes. Il faut savoir qu'un enfant sur 10 dans le monde victime des réseaux pédophiles vient d'Ukraine. Il faut savoir que le fils de Biden était devenu soudainement dirigeant de la plus grosse entreprise de gaz en Ukraine sans avoir absolument aucune expérience dans le domaine et en fumant des pipes de crack. Et bien sûr, tout ça, c'est sans parler des laboratoires biochimiques américains et tout ce que nous allons encore découvrir très bientôt. Suivant. You know, it's sort of like a lot of what we've believed in is an illusion, right? And so some of that would call it disillusion. Now, I just call it, some people would call it waking up. And to me, I'm just really focused on trying to figure out what is the whole truth. Because we get slices of the truth, we get pieces of it. Sometimes we don't get the truth at all. And it's really my job as a journalist to figure it all out, right? I can't be selectively picking from the truth in order to push a certain narrative. That's not my job. So, you know, you go all the way back to John F. Kennedy, and I was just looking at something online this week. I was shocked to find this footage of Walter Cronkite speaking at the World Federalist Society, you know, saying that Americans are going to have to give up some of their sovereignty and that the only just government is a global, you know, world government that enforces, you know, justice and this and that and all the rest of it. You know, I mean, wow. Voilà, alors juste, Walter Cronkite était le journaliste le plus populaire aux États-Unis et à qui les Américains faisaient le plus confiance. Il a couvert toutes les plus grandes guerres déclenchées par les États-Unis et donc ce journaliste normalement était droit dans ses bottes. Et le 19 octobre 1999, il a reçu le prix de l'Association fédéraliste mondiale pour l'ensemble de sa carrière d'information ou plutôt de désinformation si on veut remettre les choses dans l'ordre. Hillary Clinton était même venue le féliciter pour sa promotion d'un gouvernement mondial. Voilà, alors clairement, nos médias nous désinforment depuis très longtemps. Nous vivons complètement dans une illusion totalement biaisée. La réalité est que nos médias sont faussés, complètement faussés. Nos politiciens sont virolés, notre bouffe et nos médocs sont empoisonnés. C'est l'heure du grand réveil, mes amis. Suivant. But I can tell you after spending, you know, 2 decades on the battlefield that I'm disgusted by the coverage of Ukraine and the blatant manipulation of the facts and distortion of history and everything else. I mean, I'm going to say at the beginning, and I'm going to say it once, nobody wants the people of Ukraine to suffer. There are innocent people there. They were caught up in the fighting as they are in every war, and it's heartbreaking to see them suffer. However, what I am also very much aware of is that there are people in this country and other places who are quite happy to bring that suffering to all of our doors and to insist on forcing this into World War, you know, a bigger world war and a broader conflict rather than de-escalate and deal with it honestly. Et oui, ils veulent détruire, créer le chaos pour reconstruire leur monde. Regardez ce qu'ils ont fait à l'Irak en 2003 sur des mensonges.
Et de ces bombardements américains d'une guerre créée de toutes pièces par les Américains sur des mensonges, nous avons eu 1,2 million de morts, dont 500 000 enfants. Et attention, les prochaines images peuvent choquer. Alors écartez s'il vous plaît les enfants. Le Yémen fait état de plus de 500 000 morts parmi les civils, car ils sont bombardés par l'Arabie Saoudite et le Qatar depuis des années. Aujourd'hui, plus de 22 millions de personnes au Yémen ont besoin d'aide humanitaire urgente. 7 millions de personnes sont au bord de la famine et un enfant au Yémen meurt toutes les 10 minutes de maladie. Et ils ont presque 1 million de malades du choléra. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et là, il y a personne pour aider. Ils sont où tous ces philanthropes qui s'émeuvent du sort de l'Ukraine, qui ont dépensé des centaines de milliards d'euros pour une maladie dont le taux de mortalité est de 0,1% sans aucun traitement. Et parmi tous ces pourris, il y a personne pour aider un pays où un enfant meurt toutes les 10 minutes. Bref, tout le monde a compris qu'on vit en permanence dans un récit écrit par le sommet de la pyramide. Et pendant ce temps-là, t'as des crétins de globalistes satanistes qui dégustent. Bref, rien à ajouter, je vais vomir, retour sur Lara Logan. For example, when Putin says that he's going to rid the Ukrainian military of its Nazis, and we all jump up and down and say, oh my gosh, you know, that's not true because look at all the hundreds of thousands of Jewish victims of the Holocaust. Well, absolutely, there were hundreds of thousands of Jewish victims of the Holocaust. And you know what? They weren't just killed by Germans. A lot of them were killed by Ukrainians because Western Ukraine backed the Nazis and was a headquarters of the Nazi SS. Et regardons quel fut le sort des nazis ukrainiens après la guerre avec cet extrait d'un documentaire traduit par l'admirable Quantum Leap. Les documents de la CIA qui viennent d'être déclassifiés montrent les liens étroits et durables entre les services de renseignement américains et les nationalistes ukrainiens depuis 1946. D'après le rapport de l'agence de la CIA, il est clair qu'ils ne se sont pas trompés sur la nature des organisations nationalistes ukrainiennes ou sur leur chef, Stefan Bandera lui-même. Selon un rapport de l'OSS datant de septembre 1945, Bandera s'était forgé une réputation féroce pour avoir fait régner la terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Bandera et d'autres dirigeants nazis ukrainiens ont fui en Europe où la CIA les a aidés à se cacher. La CIA a par la suite informé le service d'immigration et de naturalisation qu'elle avait caché Stefan Bandera et d'autres Ukrainiens aux soviétiques. Les opérations impliquant des Ukrainiens se sont poursuivies pendant de nombreuses années. Le procès de Nuremberg de 1945 et 1946 ont traduit en justice les dirigeants politiques, économiques et militaires de l'Allemagne fasciste et ont révélé au monde le visage monstrueux du nazisme et les crimes qu'ils ont commis. Mais les nazis ukrainiens n'ont pas connu le même sort et certains se sont même vus accorder des indulgences par la CIA. Voilà donc ceux que l'on appelle des néo-nazis ukrainiens ne sont pas des néo-nazis mais des gens issus de véritables nazis de la Seconde Guerre mondiale. Et écoutez. And when you see that black sun of the occult on the uniforms of Ukrainian soldiers, and by the way, not just one battalion, not just a handful of soldiers, look at the pictures of female Ukrainian soldiers being lionized and, you know, sort of worshipped by the US media, right? They've got that black sun of the occult. Alors regardons une soldat nazie ukrainienne dans une photo diffusée par l'OTAN et retirée très rapidement après. On peut clairement voir ce soleil noir. Mais alors, c'est quoi donc un soleil noir? Alors voilà ce que l'on trouve sur Wikipédia. Le soleil noir est un symbole nazi, un type de roue solaire employé dans l'Allemagne post-nazie par les néo-nazis et dans certaines souches du satanisme. Voilà donc symbole nazi également utilisé par les adorateurs de Lucifer. C'est fou comme le monde est petit dans le temple de la compréhension de l'ONU. Suivant. Now, why is that significant? Well, that was another emblem of the SS, wasn't it? Because there was an occult dimension to the SS that we again don't like to talk about typically in our history. And why is that significant? We'll go to the Azov Battalion.
in the Ukrainian military that is funded by the United States and by NATO. Not only do they have the black occult as the background of their logo, but they have the sideways lightning symbol of the Nazi SS. So these are not, random things. They're not arbitrary. They go to the foundational core of who this unit is. Voilà donc ces régiments nazis ukrainiens arborant le soleil noir qui est un symbole nazi et des adorateurs de Lucifer est financé par l'État profond américain et l'OTAN, et le temple de la compréhension de l'ONU fut fondé par des adorateurs de Lucifer. Et souvenez-vous de ce que je vous disais la semaine dernière. Werner von Braun est devenu directeur du centre de vol spatial Marshall de la NASA. Et oui, Walter Hallstein est devenu premier président de la commission de la Communauté économique européenne en 1951, soit 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Heusinger est devenu président du comité militaire de l'OTAN. Kurt Waldheim est devenu secrétaire général des Nations Unies. Je rappelle que toutes les sources se trouvent ci-dessous et je pense aussi que tout commence à prendre sens pour tout le monde. Suivant. And it's so important for people to understand that the Russian-speaking people in eastern Ukraine have been targeted and murdered by the Azov Battalion and by extension the US and NATO because we're backing them. And this is one of the reasons that Crimea voted to go with Russia and did not want to stay independent. And one of the major disservices that we do as American media is in lying and deceiving people is that we pretend that no one in Crimea really wanted to be part of Russia. And it's not true. We also gloss over the parts of history or leave them out when they're inconvenient for the narrative, such as the fact that the CIA, headed by Alan Dulles at the time, protected Ukraine's Nazis from prosecution at the Nuremberg trials. Why? Why did we do that? Why did we bring some of the most evil Nazi scientists and Nazi minds to the United States under Operation Paperclip and put them in positions of real significance inside NASA, inside the intelligence agencies, at Fort Detrick, where they continued the experiments that were so horrific during the war that we're not supposed to talk about, that we can't touch, but they continued doing them in the United States, on US soil, on the American people. Et attention, écoutez bien la vérité sur ce Allen Dulles de la CIA en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann, et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands. Voilà donc en 1943, en pleine guerre où les Russes étaient en train de prendre l'avantage sur les Allemands et de les faire reculer, la CIA est venue négocier avec les nazis l'exfiltration des hauts responsables et des scientifiques nazis dans une opération appelée Paperclip. Et regardez ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. L'opération Paperclip, originellement appelée opération Overcast, fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-major de l'armée des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Voilà, tout est dit. On peut clairement se demander si les États-Unis n'étaient pas parfois, éventuellement, possiblement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale afin de détruire la puissance économique des pays européens, allant jusqu'à la Russie. Je rappelle quand même qu'ils ont arrangé l'exfiltration de 1500 scientifiques et hauts responsables nazis en pleine Seconde Guerre mondiale en 1943 quand les Russes prenaient l'avantage. Et soudainement, en 1945, les Américains ont débarqué en grands héros. Et Hitler s'est soi-disant suicidé alors que l'exfiltration avait été organisée en 1943 par la CIA. On comprend mieux maintenant pourquoi les historiens n'ont plus le droit de faire des recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Suivant. And yet we don't question it. We have these narratives out there that nobody's allowed to question. And the moment you do, you're targeted and cast aside. Well, guess what? I don't care.
I don't care what you say. I don't care what you do. I don't care how often you attack me. I don't care what you write about me. I don't even read it anymore. People say, oh, I'm so sorry about, and I like, forget about it. Don't worry. I don't even know what they wrote. So it's not affecting me, right? I don't care because it's hard enough figuring out what the truth is. It's hard enough figuring out what is the United States doing funding these bioweapons labs in the Ukraine. It's not a complete answer that we're just, yes, we spent millions, if not billions of dollars getting rid of the bioweapons that the Russians created in the Soviet Union in some of those labs. And there was, American scientists risking their lives to do that. However, how do you explain the botulism outbreak in Ukraine in the last few years? How do you explain the SARS outbreak and a number of others? And how do you explain COVID? COVID was a bioweapon, and we knew that. And those scientists, they knew that from the start. Et oui, elle indique clairement que le Covid est une arme biologique, comme le général Trinquant d'ailleurs sur LCI le 11 mars 2022. Général Trinquant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le président Zelensky? Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut bien différencier le biologique du chimique. Là, depuis plusieurs jours, sur les réseaux russes, on parle effectivement de ces armes biologiques qui auraient été mises en place par les Américains et que les Américains auraient demandé de détruire. En fait, vous avez raison, c'est des armes biologiques anciennes et il y avait un processus pour les éliminer. L'arme biologique, c'est la Covid, hein. C'est ça. Donc, c'est les virus. Voilà, c'est les virus. On parle de ça. Voilà, mais ça, on est tous au courant. Alors attention, je vais vous laisser maintenant avec 7 minutes de bombe avec Lara Logan. Je reviens après. They know that China doesn't build, public health facilities. What disease did China recently cure? What have they done for their people lately? Their people die of easily treatable diseases because they don't care about their own people. They're not trying to save the world. They're trying to rule the world. That's exactly what they want to do. And we're their guinea pigs. We're their experiment, right? We're the expendable people that they don't care whether we live or die. You're not triggered by saying that Trump is like Hitler. You're not triggered by people saying that everyone who didn't vote for Biden is a Nazi. But you're triggered by people saying that Fauci reminds them more of Joseph Mengele than of science. Wait a minute. Hold on a sec. Let's look at Fauci's history. This sad little man, right, is responsible for doing medical experiments on black foster children in 7 different states during HIV. Oh, but we don't care about them? I'm sorry, but when you're doing experiments on foster children, regardless of their skin color, nothing, as a mama bear and a human being, nothing makes me angrier than that, because there is no child more vulnerable than the one that doesn't have a mama bear at its side. And when I see the photographs of this tiny little black baby, whose eyes are wide and everything, being force-fed medical treatments, experimental medical treatments, to know that that man has made millions of dollars, enriched himself, enjoyed a life of privilege. That's real privilege. It's not white privilege. It's the darkest kind of privilege that exists because it's pure evil. You know that ivermectin can treat and save people, and you withhold that treatment. You know that hydroxychloroquine, when used with zinc together, can also save people's lives. And you demonize these treatments. You lie about early treatment. You lie about masks. You lie about the transmission. You lie about every part of it because you're drowning in blood. You force people in nursing homes into solitary confinement to die in early dementia. Look at the rates of early dementia. What did we do to the elderly in our society? We just washed them down the toilet and we didn't care. We didn't care. Instead, we're going to jump up and down and defend Anthony Fauci, the man responsible for this, one of the men responsible. Please, I don't care one bit what you do to me. You're not going to silence me. I've been a journalist for 35 years. 35 years I've been doing this job. Nobody's going to tell me that I can't report what's true. Nobody is going to do that. I covered HIV in Africa, and I stood in the cemetery on a Sunday night
watching them, talking to the grave diggers as they dug the graves, rows and rows and rows of tiny little graves for all these children. And nobody wants to talk about the book called The River, right? The River talked about how the polio vaccine, the way it was used in an experimental capacity in Africa on real people, and how that combined with the simian virus from the simian monkey and this mutation that formed that was the source of HIV. Because I've had American scientists and public health officials say to me, "Well, look at all the people we saved in Africa. You created a treatment, AZT, that mimicked the progression of the disease. So for years, nobody knew that the people they loved were dying, not from HIV, but from the treatment." Does that sound familiar to anyone who's vaccine injured right now? And then you want to turn around and say that Africa is ungrateful because look at all the people that you saved. But you murdered people to do it. Well, we know why people aren't being prosecuted for that, because significant parts of our government are captured, by what you can call it the deep state, if you like, but it's actually an executive branch that was created. I think it goes all the way back to, 1962 or 1972, the SES, right? Go and look at that, at this bureaucracy that was founded. They're busy doing this right now, right here in Texas. In Harris County, if you look at what happened during the election that was just held there, what you will see is that the county clerk, who's an elected position, no longer has any power. Why? Because they used the false blue wave that was a lie in itself to put people in local positions in Texas who would then create these appointed positions over the elected positions. And through these appointed positions, now the election administrator in Texas, what do? You have a bunch of Soros-backed bureaucrats who are now bankrupting the state and stealing your vote and taking the power away from the people. And this is happening in other counties, it's happening all across the United States, and it's happening at every level of government. Et c'est exactement la même chose en France avec le cabinet McKinsey, entre autres. Écoutez. Oui, alors les sénateurs décrivent un phénomène tentaculaire, selon cette commission parlementaire, qui a été emmenée par deux sénateurs, un LR qui la présidait et puis une communiste qui était rapporteuse. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord rappeler à nos téléspectateurs ce que sont les cabinets de conseil. Ce sont des entreprises privées, pour la plupart anglo-saxonnes, à l'image des rois du secteur, McKinsey, le Boston Consulting Group, Bain, mais aussi les filiales des grands groupes d'audit, et puis quelques Français parfois plus petits ou sur des compétences plus spécifiques, comme Capgemini par exemple. Ces cabinets, ils interviennent à la demande de l'administration pour l'aider à régler des problématiques qu'elle n'arrive pas à résoudre, soit parce qu'elle n'a pas les compétences, soit parce qu'elle n'a pas les moyens pour le faire, soit parce qu'il y a une raison d'urgence. Alors là où l'urgence ou les moyens techniques, vous allez voir, quand on relève la plupart des missions qui ont été confiées à des cabinets de conseil, ça va de la distribution des professions de foi électorale, comment améliorer la distribution, à la gestion des radars routiers, en passant par la préparation de la réforme de l'aide juridictionnelle ou l'optimisation de la logistique hospitalière. Bref, on voit bien, il y en a pour tout. Et à quel moment ça pose problème ? Pour de multiples raisons. D'abord, parce qu'il y a évidemment la question du coût qui est faramineux. Regardez, 1 milliard d'euros dépensés en 2021 pour 945 missions. Les dépenses, elles ont été multipliées par plus de 2 depuis 2018. Ça, c'est la facturation d'un consultant par jour. En moyenne, on calculait les sénateurs plus de 2000 euros par jour. Donc voilà ce que ça coûte. Alors dans une période où on ne cherche évidemment qu'à faire des économies, ça pose évidemment la question de savoir si les deniers de l'État sont bien utilisés. Exemple, il y a eu un colloque, réflexion d'un colloque sur le futur du métier enseignant, 498 000 euros facturés. Le colloque n'a pas eu lieu à cause du Covid. Autre exemple, la réforme des APL, il s'agissait de changer le système informatique pour les verser. Il y a eu des bugs quand même, on a payé. En bref, c'est bizarre parce qu'on a un État qui est très lourd, très pléthorique, et puis en même temps des dépenses qui sont très lourdes, donc comme si on perdait sur les deux tableaux. Et ensuite, le deuxième problème que ça pose, c'est la finalité. Parce que Olivier Véran l'a dit, pendant la crise Covid, ça permettait d'éclairer les choix du décideur public. Oui, mais alors, le décideur public, il est quand même là pour décider. Le recours au cabinet de conseil a pu devenir le réflexe d'un État qui donne parfois le sentiment qu'il ne sait plus faire. Ça, c'est ce que disent les sénateurs. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut confier à des entreprises privées le soin de penser l'intérêt général ? C'est ça qui pose problème. Surtout que ces entreprises-là, elles donnent généralement des conseils, elles sont payées pour ça, en les priorisant. D'abord, vous devriez faire ci, ensuite, vous devriez faire ça. Et assez souvent, c'est toujours le même genre de conseil. D'abord, il faudrait moins de fonctionnaires. D'abord, voilà, il y a une espèce de petite musique, de petite pensée unique. Puis, troisième souci qui peut paraître périphérique, c'est
c'est que la commission parlementaire a découvert qu'un de ces cabinets, au moins à qui l'État confiait de très nombreuses missions, le cabinet McKinsey, ne payait pas ses impôts en France que grâce à l'optimisation fiscale. Voilà, ces cabinets sont des agents de l'État profond pour faire adopter toutes leurs mesures criminelles de manière synchronisée dans tous les pays corrompus. Ainsi, certains de nos compatriotes ont l'impression que les actions de notre gouvernement criminel sont tout à fait normales, car d'autres pays le font en même temps. Bref, cette synchronisation leur sert d'excuse. Et écoutez bien, le dernier extrait de Lara, il est très important. There is no blue wave in Texas. It is a lie. Capturing Dallas, Houston, Austin, and San Antonio and El Paso, capturing those cities is just a cover for an operation to pretend that a state that is pro-guns, pro-God, and pro-gas is going to vote for people who want to destroy and obliterate all three of those things. Do not fall for it. It is a lie. Start to follow the money. Look at the money. There are so-called charities and organizations that have been paid millions of dollars for things like rental relief, and yet you've got thousands of people who are evicted from their homes. We're being robbed blind. Our tax dollars are being used not just to slit our throats, but to burn this country to the ground. And if we don't recognize what's happening, and we don't do whatever it is within our power to stop it, then what they are going to do is get us to give up and surrender. Because only a tiny number of actual Germans were real Nazis at the time that Hitler took over Nazi Germany. Same for every single communist takeover, right? Only a small number of the people are really evil. It feels like they're everywhere because they have the megaphone, but they're not. They are not everywhere. And what they want us to do is to believe that we've lost. If we believe that we're overwhelmed and outnumbered, what do people do? It's in our nature. We surrender. And surrender is the only form of victory that has to be given. You can't take it. It has to be given. Right up until the moment you put the noose around my neck and pull and pull and pull to the last breath. I can fight. I can say, I stand for freedom and I stand against you. I stand with God. I do not stand with the devil. You can say that. Amen. And even if they take the life from your body, they cannot take the freedom from your soul, because we were given free will. God gave us free will because it is the dividing line between God and the devil. That is our dividing line. That's what this fight is about. It's not about Democrat or Republican. Forget it. If you're looking at it in those terms, your view is small. Very small. And this fight is big. And unfortunately, boom again. That's all I can say. Alors c'est clair, boum encore, comprenne qui voudra, mes amis, ces pourris de l'État profond et leurs marionnettes font tout pour nous faire croire que leur plan se déroule sans accroc, et pourtant à l'heure actuelle, ils se retrouvent encerclés. Poutine avance rapidement sur l'Ukraine pour décapiter la tête du serpent. Donald Trump va revenir avec les élections de mi-mandat en octobre. La Chine semble aussi avoir lâché l'État profond, et Soros s'inquiète du partenariat Poutine-Xi Jinping. Alors je peux vous dire que quand Soros il sort du bois pour faire de telles déclarations, c'est qu'il panique. Clairement, le fils de Joe Biden est inculpé. Hillary Clinton va être inculpée par Durham. Obama va être inculpé pour espionnage sur Donald Trump alors qu'il était président. Alors certains diront, je parle beaucoup des États-Unis. Et oui, je parle beaucoup des États-Unis, car 90% de l'État profond est aux États-Unis. Quand les États-Unis seront clean, les marionnettes d'Europe tomberont comme des dominos avec la famille Rothschild et différentes familles royales. Jusqu'à la case prison. Alors baissez surtout pas les bras, mes amis, et allez voter. Ces élections seront certainement truquées, comme beaucoup de monde le pense, mais évidemment la triche sera encore plus facile pour eux si nous n'allons pas voter contre Macron et ses semblables à Pécresse et toute la gauche caviar communiste. Nous devons reprendre toutes nos libertés maintenant. C'est maintenant l'heure du grand réveil. Nous sommes l'armée de vérité, où l'un de nous va, nous y allons tous. Je vous aime fort les amis, force et amour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.